Le contrôle URSSAF est souvent redouté, parfois mal compris, mais il obéit à une logique précise. On en parle tout de suite avec mon invité, Guillemette Watine, avocate chez Deria Avocat. Guillemette, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble du contrôle URSSAF. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment se déclenche un contrôle URSSAF ? Alors déjà, il existe plusieurs types de contrôles. Le premier auquel on va penser, c'est le contrôle comptable d'assiette, c'est-à-dire l'inspecteur qui va venir dans votre entreprise. Il va se déclencher avec l'envoi d'un avis de contrôle adressé au représentant légal de votre entreprise 30 jours minimum avant la date de début du contrôle. Ce document, il va reprendre des mentions obligatoires, notamment les droits et les devoirs des cotisants, mais surtout, il va lister la liste des documents que l'inspecteur réclame pour le contrôle. C'est quoi ces documents ? Alors, il faut avoir une liste, il faut avoir une lecture attentive de ces documents parce que justement, ça va être des éléments comptables, des éléments de paye, de contrat, tout ce qui est lié au contrôle. Et ça va être une lecture attentive parce que ça va vous permettre de voir quels vont être les thèmes abordés. Finalement, il n'y a jamais de hasard dans un contrôle URSSAF. Alors vous le dites, il n'y a jamais de hasard. Pourquoi il n'y a pas d'aléa dans un contrôle URSSAF ? Alors, par principe, toutes les entreprises peuvent être contrôlées par l'URSSAF. En pratique, c'est un petit peu plus nuancé. Tout simplement parce que la Caisse nationale, tous les ans, elle va définir des grandes thématiques de contrôle. Et ensuite, les URSSAF régionales vont affiner ces thématiques pour se coller en fait à la réalité locale. Typiquement, si le contrôle est mis, si l'option est mise sur la réduction générale des cotisations et que votre entreprise bénéficie largement de ces exonérations, il y a fort à parier que votre entreprise fera partie de la liste des entreprises contrôlées cette année-là. D'accord. Bon, on en sait plus sur le déclenchement d'un contrôle URSSAF, l'absence d'aléa. Maintenant, quelles sont les étapes clés du contrôle ? Alors, première étape, je l'ai dit, c'est l'envoi de l'avis de contrôle. Vient ensuite la visite de l'inspecteur, qui va venir constater si vous avez appliqué la législation convenablement. Quelle que soit l'issue du redressement, du contrôle, vous allez recevoir systématiquement une lettre d'observation. C'est la pièce pivot du contrôle. Pourquoi elle est importante ? Alors, elle est importante parce qu'elle va mentionner, notamment en cas de redressement, les faits qui ont été constatés et les faits qui vous sont reprochés. Il faut avoir une lecture très attentive de cette lettre d'observation parce que va s'ouvrir la phase contradictoire. Vous avez 30 jours pour répondre à l'inspecteur, expliquer vos calculs, convaincre sur une pratique ou bien fournir des éléments qui n'auraient pas encore été communiqués. Ce d'autant que cette période est importante parce que tous les points et toutes les questions que vous soulèverez pendant cette phase, l'inspecteur aura l'obligation de vous répondre. D'accord. Et une fois que le courrier aura été adressé par l'inspecteur, le contrôle est clôturé. On passe à ce moment-là vers une phase de recouvrement. Et s'il y a recouvrement, l'URSSAF peut vous adresser une mise en demeure et les voies de recours sont ouvertes. Est-ce qu'on peut dire que la lettre, elle fixe le cadre du contrôle ? C'est un peu ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait, exactement. Elle fixe le cadre parce que il va y avoir les grandes orientations, comme je disais tout à l'heure, qui sont définies en amont. Et puis, il ne faut pas se leurrer, l'URSSAF, elle connaît tout à fait les anomalies. Il faut savoir que à chaque campagne de publication des DSN, les anomalies remontent de manière automatique auprès des URSSAF. Donc, elles savent très bien où il faut aller chercher pour recouvrer là où il y a des fautes. Alors, si on se met du côté de l'entreprise, on a un contrôle URSSAF. Quelle attitude on doit adopter ? Il faut être très méthodique. Moi, ce que je conseille aux entreprises que j'accompagne, c'est dès la réception de l'avis de contrôle, de préparer convenablement les pièces qui vous sont demandées, de trier ces pièces et de ne donner surtout que les pièces utiles. Ne vous encombrez pas, donnez seulement les pièces qui sont demandées par l'inspecteur. Il aura loisir, lui, après, en cours de contrôle, de vous demander des pièces supplémentaires. Surtout, quand vous recevez la lettre d'observation, là également, il faut avoir une lecture très attentive. Pourquoi ? Parce qu'en cas de redressement, l'inspecteur il a l'obligation de motiver ses chefs de redressement. Il y a donc une logique dans l'argumentation, à savoir que l'inspecteur se fonde sur une pièce, un fait qui a été constaté dans votre entreprise, va le rattacher à une base légale et ensuite va expliquer un calcul et le montant du redressement. Si vous constatez une rupture dans cet enchaînement d'explications, vous tenez là un bon argument pour la simple et bonne raison qu'une lettre d'observation doit se suffire à elle-même pour comprendre l'erreur qui vous est reprochée. Donc bien regarder s'il y a une faille, un
élément qui n'est pas dans le cheminement. Exactement, parce que si vous ne comprenez pas sans une traduction en interne, eh bien là, vous tenez un argument assez puissant, c'est-à-dire l'absence de motivation. Rappelons quand même qu'une lettre d'observation, elle est censée vous aider à vous améliorer. Parce que si vous réitérez le reproche qui vous est fait, eh bien vous risquez dans un contrôle ultérieur des pénalités pour non mise en conformité. Alors c'est quoi après la suite, l'issue d'un contrôle URSSAF ? Alors, si vous contestez les redressements, la première issue, elle est obligatoire, c'est la saisine de la commission de recours amiable. Vous recevez la mise en demeure, eh bien vous avez 2 mois pour saisir la commission, qui est une instance interne à l'URSSAF, qui d'ailleurs va accuser réception de votre recours, et elle-même aura 2 mois pour vous apporter une décision. Alors dans les faits, clairement, le délai est largement dépassé parce qu'il y a énormément de recours. Donc dans ces cas-là, passé ce délai, vous avez 2 mois pour saisir et porter votre contentieux devant le tribunal judiciaire pôle social sur rejet implicite. Ça permet de sécuriser votre contentieux. Et si entre-temps, vous recevez la décision de la commission de recours amiable, eh bien, il faudra de nouveau saisir le tribunal judiciaire, mais cette fois sur rejet explicite, dans les 2 mois de la notification. Il faut avoir conscience, d'ores et déjà, et je le dis tout de suite, que la procédure est très longue. Il y a des juridictions... Ça peut attendre combien de temps ? Ça peut aller entre 1 et 2 ans, voire plus, selon les juridictions. Donc, ce qui est important de noter, et c'est un point d'ailleurs essentiel que je dis aux clients que j'accompagne, c'est que quand vous saisissez la CRA, attention à votre motivation. Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez défendre devant le tribunal judiciaire que ce qui a été soulevé devant la commission de recours amiable. D'accord. Donc, ce que je conseille systématiquement, c'est lors de la saisine de la commission, indiquer clairement que vous contestez l'intégralité du redressement, tant la forme que le fond, ce qui vous permet a posteriori devant le tribunal judiciaire, eh bien, de développer les arguments qui potentiellement n'auraient pas été faits devant la commission. Et notamment si vous prenez un avocat, ça lui laisse le champ libre pour trouver des arguments que potentiellement vous n'auriez pas encore trouvés. Alors, est-ce qu'on doit payer malgré tout le redressement si on conteste devant le tribunal ? Alors non, ce n'est pas obligatoire. Par contre, il faut connaître les risques. Pourquoi ? Parce que pour se préserver de la prescription, l'URSSAF, quand bien même il y aurait un contentieux en cours, est tout à fait en droit de vous adresser une contrainte. Dans ces cas-là, il faut saisir le tribunal judiciaire dans les 15 jours de la signification pour arrêter toute forme de redressement forcé. Par ailleurs, si vous ne payez pas non plus les cotisations lors de l'envoi de la mise en demeure, eh bien, les majorations de retard continuent de courir. D'accord. Voilà, donc ce que je conseille à mes clients, c'est toujours, s'ils le peuvent, c'est de régler cette mise en demeure. Il y a aussi un intérêt à plus ou moins long terme, c'est que si vous obtenez gain de cause devant le tribunal judiciaire, vous pourrez demander la condamnation de l'URSSAF au paiement des intérêts légaux. Et ça, c'est important. D'accord. Donc, réagir aussi rapidement, j'imagine. Oui, complètement. Réagir rapidement parce que vous avez, ce que je disais, vous avez 2 mois pour saisir la commission de recours amiable. L'idéal, c'est de payer tout de suite. Par contre, merci de le souligner, c'est important aussi, quand vous saisissez la CRA, d'indiquer que si vous réglez la mise en demeure, c'est uniquement pour arrêter le cours des majorations de retard, mais par contre, vous maintenez bien la contestation devant la commission. On va conclure là-dessus. Merci Guillemette Watine, avocate au sein de Deria Avocat. Merci à vous. C'est la fin de ce Lex Inside. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Chain.